Depuis que je suis rentrée de mon projet humanitaire au Sénégal, je reçois une tonne de questions. Du coup, aujourd'hui, j'y réponds en vidéo, sans filtre. Je vais juste parler de mon expérience. Le budget, les missions, les préparatifs, mon vécu et ce que j'en pense vraiment avec du recul. D'ailleurs, si tu me connais pas, moi c'est Sarah, sans H, et je partage un peu tout sur mes réseaux. Ma vie aléatoire, mes expériences, ma vie de créatrice de contenu, mes voyages solo ou pas. Bref, si ça t'intéresse, abonne-toi. Comment tu t'y es prise pour partir ? En vrai, ça faisait super longtemps que je voulais faire un projet humanitaire. J'en parlais depuis un moment et je cherchais un peu partout, mais on me proposait des fois des trucs à 2000 €, des arnaques. Et du coup, je trouve qu'il n'y a pas assez d'infos. En tout cas, moi, je trouvais pas les bonnes infos. Et puis un jour au travail, vraiment, ça s'est fait par du bouche à oreille. Il y a une fille qui m'avait parlé de son projet humanitaire. Elle était partie au Sénégal avec une association. On a beaucoup parlé. Et en fait, le fait d'avoir un avis concret, un retour concret, je me suis dit, bah, let's go, je préfère me lancer comme ça. Et aussi, à côté de ça, je me suis mis sur leur groupe Facebook qu'ils ont, où il y a tous les bénévoles ou des personnes qui sont déjà parties là-bas. Donc, j'ai posé toutes mes questions et en vrai, ça m'a grave rassurée. Est-ce que t'es partie toute seule ? Oui, je suis partie toute seule. La vérité, c'est qu'on n'est jamais tout seul. Il y a les autres bénévoles que tu vas rencontrer à l'association, il y a les habitants chez qui tu loges. Est-ce que c'est risqué ? Ça, c'est une question qu'on m'a énormément posée, mais même dans tous mes voyages solo d'ailleurs. Mais j'avoue que là-bas, c'était un peu différent. En fait, en tant que femme, là-bas, c'est compliqué de sortir toute seule et encore moins le soir. C'est pas vraiment une question de danger, parce qu'en vrai, le danger, il y en a partout. Je suis partie au Mexique, on m'a dit que c'était dangereux. Donc je pense pas que ce soit forcément dangereux, mais en fait, c'est pour tout, pour éviter de se faire arnaquer, parce qu'il y a la barrière de la langue, il y a des codes différents. Parfois, j'avoue, ça m'a un peu pesé, surtout les premiers jours, parce que je connaissais encore personne, et en fait, je voulais juste sortir par moi-même, comme je fais d'habitude, et en fait, je pouvais pas, parce qu'on m'a dit que clairement, on pouvait pas sortir sans quelqu'un pour nous accompagner. Après, je me suis pas sentie en insécurité, mais en tout cas, je me suis pas sentie à l'aise. Souvent, quand on sort dehors, on se fait interpeller, on nous appelle, on nous siffle, etc. Après, on peut sortir accompagné. Par exemple, moi, j'avais une copine là-bas, on sortait toutes les deux, il n'y a pas de souci, la journée, ça va. Mais le soir, en tout cas, vaut mieux éviter. Où étais-tu exactement au Sénégal ? Du coup, moi, j'étais à Mbour, donc c'est un tout petit village au Sénégal. Donc, c'était pas du tout un voyage touristique, mais alors pas du tout. J'ai fait quelques petites activités, c'est sûr, parce que j'ai quand même des jours off, donc j'ai essayé d'en profiter. Mais sinon, j'étais vraiment plongée au quotidien dans le village. Avec quelle association es-tu partie ? Du coup, je suis partie avec l'association Vivre Ensemble, la pouponnière de Mbour. Ils ont Instagram, Facebook, vous pouvez aller voir si vous voulez. Et en fait, c'est une pouponnière qui accueille des bénévoles vraiment toute l'année. Et pour pouvoir être bénévole là-bas, il faut au moins y aller 15 jours. Donc une fois que tu as ton projet validé, tu as un visio du coup 1 mois avant ta date de départ avec le président de l'association, les bénévoles. Et vraiment, ils t'expliquent tout de manière très transparente et très honnête. Et ça, j'ai adoré, clairement. Ils sont pas là pour te vendre du rêve. En fait, ils te parlent vraiment de la réalité, à quoi t'attendre, les codes à avoir, tout ce qu'il faut savoir, clairement. Concrètement, tu faisais quoi là-bas ? Donc j'étais dans une pouponnière avec des enfants en bas âge, donc des nouveau-nés, en tout cas des petits bébés jusqu'à des enfants de 3 ans, 4 ans ou plus. En fait, basiquement, un travail de crèche, donc les repas, l'échange, le dodo, faire des animations, des activités. Après voilà, les enfants là-bas, ils demandent beaucoup d'affection, donc ça va être beaucoup de câlins et ils demandent aussi beaucoup d'activités parce que c'est vrai qu'au quotidien, ils en font très peu avec les tatas qui sont là-bas. Ça va plus être de la prise en charge quotidienne, mais nous, en tout cas, en tant que bénévoles, ce qu'on peut apporter, c'est vraiment ça, des activités, les faire sortir des salles, etc. Les horaires, ça se passe comment ? Donc en fait, on travaille 4 heures par jour sur différents créneaux, donc soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir, jusqu'à 21 h au maximum. Le planning, il est envoyé chaque semaine, donc tu sais à l'avance tes jours de travail, et puis tu as 1 à 2 jours de repos, ça dépend. Quand tu y vas, tu travailles vraiment, tu mets vraiment la main à la pâte, c'est-à-dire que tu arrives, tu poses tes affaires, tu poses ton téléphone, et ensuite tu vas travailler pendant 4 heures. Pendant 4 heures, tu es actif. Mais du coup, c'est pas juste du tourisme humanitaire, justement, parlons-en. Ça, c'est vraiment ma partie préférée. Sur les réseaux, on voit une image très idéalisée de l'humanitaire. Et c'est vraiment dommage. Pour moi, c'était pas un voyage, c'était vraiment un projet que j'avais depuis longtemps. Et j'avoue que j'ai eu un gros décalage en arrivant là-bas. Vu que je suis du métier quand même, j'ai déjà eu l'habitude de voir des choses assez difficiles, etc. Mais moi, ce qui m'a perturbée, c'est vraiment le décalage. Tout moi, en tout cas, avec mon diplôme d'éducatrice de jeunes enfants, il y a des normes en France qui ne sont pas du tout les mêmes là-bas. Aussi, c'était assez difficile, je trouve, de créer du lien avec les tatas. Là-bas, les tatas, donc elles s'en occupent toute l'année. C'est vrai qu'elles sont dans leur quotidien, elles voient des bénévoles passer, mais tout le temps. Du coup, par rapport au tourisme humanitaire, il faut savoir qu'on n'est pas là pour faire juste des photos, des câlins, montrer qu'on aide, des sourires, etc. Ça n'a rien à voir. Tout ce que vous voyez sur les réseaux, c'est biaisé, en tout cas à mon sens. Pour vous dire, j'ai pris aucune photo, aucune vidéo, parce que déjà, c'est interdit. Parce que justement, c'est pas du tourisme en fait.
d'aller aider. Mais encore une fois, on est matrixé par les réseaux, c'est une folie. Mais non, on est bien loin de ce qu'on voit. C'est pas facile avec les enfants aussi parce qu'ils sont très prenants. Ils ont besoin de beaucoup d'affection, de beaucoup d'activités. Et moi, j'étais choquée, c'est que en fait, on est en train de travailler et à un moment, on voit plein de personnes, mais un groupe de personnes venir rentrer dans la salle et juste prendre les enfants dans les bras, les reposer, faire des câlins, faire des photos, faire des trucs. En fait, ces personnes-là, c'est des personnes qui ont fait des dons. Et donc, du coup, elles viennent ensuite pour voir, ou alors qui sont parrains ou marraines des enfants et qui ensuite viennent les voir. À première vue, je trouvais ça vraiment hyper brutal. Comme ça, ils rentrent, ils font des câlins pendant 10 minutes et ils repartent. Et les enfants, du coup, ils sont en mode what? Est-ce que c'est vraiment utile au final? Là, c'est une vraie question que je me suis posée aussi et que d'autres bénévoles se sont posées. On avait eu une réunion justement quand j'y suis allée. La vérité, c'est que nous, on va rien changer. L'association, aujourd'hui, elle nous a dit clairement qu'elle vit très bien sans les bénévoles. Donc nous, on est là juste vraiment pour un soutien, pour aider et pour apporter un petit peu un air frais, on va dire, aux enfants. Pour eux, par exemple, mettre des jeux dans la salle, c'est du bazar. Alors que pour nous, mettre des jeux avec les enfants, c'est la base. Donc en fait, on apporte vraiment aussi cet air frais-là aux enfants, de pouvoir sortir des salles, faire des activités, etc. Donc est-ce que c'est inutile? Non, mais il faut savoir qu'on n'est pas indispensable. En vrai, on apporte du temps, de l'énergie, des activités aux enfants, donc vraiment on apporte quelque chose sur le moment, sur l'instantané, donc ça c'est vraiment bien. Mais on va pas changer les façons de faire ou autre. Est-ce qu'on rencontre du monde? Oui. Entre les bénévoles, les habitants, bref, tu rencontres toujours du monde. J'ai fait pas mal de rencontres et franchement je garde encore des contacts, c'était top. Est-ce que ça t'a coûté cher? Alors en vrai, pour 15 jours au Sénégal, moi je trouve que le budget est vraiment accessible et raisonnable. J'en ai eu pour 859 €. Avec le vol, le logement avec les 3 repas inclus, l'assurance, les transports, les activités et les extras compris. Après, il y a aussi les vaccins à faire en amont qui sont assez chers et que j'ai pas inclus là dans mes comptes. Comment tu t'es préparé avant de partir? L'association, elle m'avait envoyé un guide, donc ça c'est top. Et puis après, je me suis beaucoup renseignée sur le groupe Facebook, comme je vous disais, et sur Internet. Donc moi, avant de partir, il y avait une bénévole là-bas qui m'avait dit un peu quoi prendre et tout. Donc merci parce que ça m'a vraiment été très utile. Donc déjà, il faut prendre de l'anti-moustique, mais vraiment, prenez-en. De l'anti-moustique et de la crème si jamais vous faites piquer, je vous jure, indispensable. Des mouchoirs parce que les enfants ils ont toujours le nez qui coule et là-bas ils n'ont pas forcément de mouchoirs. Là-bas c'est tout à la main ou aux gants. En tout cas des mouchoirs c'est pratique. Des lingettes désinfectantes aussi, ça c'est pratique, ou des lingettes tout court, que ce soit pour les enfants, pour vous, bref, ça c'est vraiment trop bien. Aussi prenez de quoi laver le linge à la main, comme ça c'est plus pratique. Là-bas aussi c'est un petit peu cher, donc autant le prendre soi-même dans sa valise. Moi j'avais une valise en soute en plus, donc j'ai pu mettre vraiment tout ce que je voulais. Et du papier toilette. Oui, prenez du papier toilette parce que là-bas il n'y en a pas, en tout cas c'est très rare. Côté vêtements, prenez des choses légères, vraiment légères, il fait chaud, ça dépend de la période où vous y allez. Des pantalons longs, surtout pour le soir à cause des moustiquos. Parce que vraiment, ça, le soir, ils sont mais à l'affût, au taquet. Des claquettes, surtout des claquettes. La plupart du temps, vous allez être en claquettes ou alors pieds nus dans l'association, donc voilà. Et surtout, prenez des vieux t-shirts longs, des cyclistes aussi, c'est pas mal. Voilà, prenez des trucs où vous en foutez de ces vêtements-là parce que vraiment, vous allez vous salir. Aussi, il faut avoir une trousse de pharmacie complète, mais ça, la pharmacie, vous demandez, vous leur dites et ils vont vous faire un truc bien complet. Il y a aussi le traitement antipaludisme à prendre, donc ça, il y a 2 écoles, il y a ceux qui le prennent, ceux qui le prennent pas. Bon, chacun fait comme il sent. Après, quand tu chopes le paludisme, c'est vraiment la catastrophe de ce qu'on m'a dit, donc faire attention. Et puis les vaccins, donc il y a la fièvre jaune, et puis faire des rappels, l'hépatite A, hépatite B, bon bref, faut voir, de toute façon, tout est écrit. Quelles impressions t'as eues sur place? Alors, un mélange de beaucoup d'émotions. Au début, j'étais complètement perdue. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'étais très fatiguée quand même. Aussi, j'étais un peu frustrée parfois, comme je vous disais, de ne pas pouvoir sortir tout seul, de ne pas pouvoir faire des choses toute seule. Voilà. Mais sinon, j'ai retrouvé énormément de sens aussi à qui j'étais, ce que je faisais. Le temps là-bas, il est comme mis sur pause, je vous jure. Du coup, ça permet vraiment de reprendre le temps. Le rythme, il est complètement différent. Mais en vrai, du coup, ça fait une vraie pause dans nos vies, de se rendre compte aussi de la réalité, d'une autre réalité ailleurs. Et le retour, comment tu l'as vécu? Alors, le retour, il est très particulier. Alors déjà, je me suis dit, waouh, ok, je retourne dans mon confort. Parce que clairement, j'avais un matelas épais comme ça, une moustiquaire, je vivais avec des blattes. Oui, je vivais avec des blattes. Mes colocs qui se rappellent des stories. Non mais j'avais mon petit bidon d'eau que j'allais chercher, la douche. Voilà, c'est une douche, mais je me lavais presque tout le temps à l'eau froide.
Enfin voilà, les conditions étaient assez atypiques, on va dire. Après, ça m'a pas dérangé de bien dormir, mais je suis pas une princesse, donc voilà. Mais c'est sûr que ça fait une différence. Et quand je suis rentrée de retrouver mon confort, j'étais en mode ok, ça fait quand même du bien. Et puis voilà, on relativise énormément. Et en fait, on se rend compte des accès et des droits qu'on a. Et je trouve que c'est vraiment bien. Et c'est vrai que le temps là-bas paraissait figé, donc quand je suis revenue, tout se réaccélère assez rapidement et donc ça fait un peu bizarre. On se rend bien compte qu'on n'a pas changé le monde, mais on a un peu contribué à faire rire des enfants, à alléger parfois les tatas. Et c'est surtout le après, j'ai ressenti un contre-coup avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, encore une fois, et de me dire, mais en fait, ça n'a rien à voir. Et sinon, t'en as pensé quoi de l'association ? En vrai, je dirais pas que j'ai eu un coup de cœur pour l'association, c'est vrai que bon. J'ai pas trop aimé forcément ni adhérer à leur démarche et à leur façon de faire, en tout cas. Mais le fonctionnement, ça fonctionne très bien. L'organisation est top. La personne qui prend en charge du coup, qui répond à vos mails et qui prend en charge tout ça, franchement, elle gère. Mais par contre, voilà, j'ai adoré rencontrer de nouvelles personnes, j'ai adoré découvrir une nouvelle culture, ça, mais j'adore. Donc au-delà de l'association, c'est vraiment le côté rencontre, découverte d'une nouvelle culture, être chez l'habitant qui m'a fait vraiment adorer ce projet humanitaire. Aujourd'hui, tu conseillerais quoi ? Si je devais conseiller un truc, c'est vraiment de partir pour les bonnes raisons et pour les vôtres. Parce que on voit beaucoup de choses sur les réseaux, il faut pas le faire juste pour faire des vidéos, juste pour que ça fasse tout beau tout rose, juste pour faire un truc de plus dans ta checklist. Je conseillerais aussi d'y aller sans attente, vraiment. Ne pas y aller avec ses a priori. Là-bas, tu repars vraiment de zéro. Et c'est très bien comme ça, donc il faut vraiment y aller avec l'envie juste d'aider et de voir ça comme un projet humanitaire et pas un voyage humanitaire déjà. Voilà pour mon expérience. La vidéo est archi longue, je suis désolée, mais j'ai répondu au maximum de questions, comme ça centralise tout. Voilà, en tout cas, ce projet humanitaire, c'était un beau projet, même si c'est les rencontres, être chez l'habitant et la culture qui m'a vraiment marquée. Mais en tout cas, j'ai quand même contribué, j'ai mis ma main à la pâte et voilà, ça fait toujours plaisir de pouvoir se rendre utile.